Bon, donc j'ai le privilège de fermer cette session et d'essayer de vous empêcher de vous endormir en fin d'après-midi, là. Bon, alors, ce traitement des vascularites comportait, et pour moi, vous allez voir, comporte encore deux phases. Oula. Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sabotage. Une phase de traitement d'induction où on va taper plutôt fort et essayer de faire rentrer la maladie en rémission, et une phase de traitement d'entretien où on va essayer de prolonger l'immunosuppression pour éviter les rechutes en minimisant l'immunosuppression. Alors vous allez voir que finalement ce traitement d'induction classique, à mon avis, on pourra en discuter, conserve une part importante pour la raison évidente que si maintenant le rituximab avait tout résolu, ça se saurait. Le problème du rituximab, c'est que vous donnez un traitement à un instant T, et vous avez une immunosuppression pendant 6 mois, 9 mois, et que dans certains cas, en particulier chez les sujets âgés, vous n'êtes pas trop sûr que vous avez envie d'immunosupprimer votre malade, et que vous êtes bien content d'arrêter le traitement d'induction plus rapidement si votre malade reste en dialyse. Alors, très rapidement, quelques messages clés sur ce traitement d'induction classique. La corticothérapie n'arrête pas de diminuer. La décroissance en corticoïdes est de plus en plus rapide. Donc, à partir de ces schémas historiques du NIH, puis du groupe français des vascularites, très imprégné encore par cette culture interniste, et puis déjà le groupe EVAS européen, où la décroissance est beaucoup plus rapide, il y a de moins en moins de corticoïdes et de moins en moins longtemps. Et vous verrez que dans les protocoles Ritux, il y a encore moins de corticoïdes. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, le traitement historique d'attaque reste l'endoxan, et vous avez cette grande étude Princeps qui a comparé la forme Péros selon les protocoles NIH 2 mg kg jour et les formes IV en bolus. Alors, les bolus, vous le savez, c'est déjà pas les bolus mensuels du lupus, puisqu'entre-temps, on avait fait des progrès sur la pharmacodynamie de l'endoxan, et on sait qu'en IV, le nadir de l'efficacité, le maximum de l'immunosuppression est à 10 jours, et qu'au bout de 15 jours, il n'y a déjà plus grand-chose. D'où l'intérêt au départ de rapprocher les 3 premiers bolus, J0, J15, J30, avant de les espacer toutes 3 semaines, mais surtout pas un bolus mensuel, ce qui serait largement sous-dosé. Alors, le message que l'on retient, est peut-être un peu simpliste, c'est que ça fait pareil. C'est-à-dire que ça fait aussi bien Péros ou IV pour rentrer en rémission, mais vous voyez qu'on parle vraiment d'une efficacité pour rentrer en rémission avec un suivi de maladie extrêmement court. Entre 6 et 9 mois, les malades rentrent en grande majorité en rémission. Le deuxième message simpliste qu'on a retenu, c'est qu'il y a plutôt moins d'infections. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas moins d'infections avec la forme IV. Il y a certes moins de leucopénie, et en particulier de leucopénie grave avec la forme IV par rapport à la forme Péros, mais il n'y a pas moins d'infections, il n'y a pas statistiquement moins d'infections, et il n'y a même pas non plus statistiquement moins d'infections sévères. Donc on ne peut pas dire que l'IV c'est mieux que Péros, parce que ça fait moins d'infections. C'est pas vrai, ça en fait malheureusement autant. Alors, si on manipule les bolus endoxans, ne pas oublier de bien adapter, bien sûr, les doses de ces bolus à la fois en fonction du niveau de fonction rénale et de l'âge, je passe rapidement, et surtout, de suivre comme le lait sur le feu la leucopénie, en n'oubliant jamais de doser au nadir, donc au maximum de l'immunosuppression, une NUM à J10. Il ne suffit pas de faire une NUM juste avant le bolus, il faut absolument faire une NUM à J10, puisque l'adaptation de la posologie va tenir compte à la fois d'éventuelles leucopénies à J10, qui vont nous faire diminuer plus ou moins la dose suivante en fonction du degré de leucopénie, et bien sûr aussi en fonction du niveau de leucopénie juste avant le bolus, qui nous feront à nouveau aussi adapter la posologie. Mais vous pouvez très bien avoir une leucopénie transitoire, et finalement, juste avant le bolus, être à peu près dans les clous, être faussement rassuré. Il faut absolument faire cette NUM à J10 au nadir de l'immunosuppression. Alors après, ce qui est discuté, c'est si vous avez finalement une leucopénie relativement modeste après votre premier ou votre deuxième bolus, est-ce que finalement
j'ai pas un peu sous-dosé mon endoxan, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'augmente un petit peu les doses d'endoxan? Ça, c'est controversé. En tout cas, faites très attention, parce que comme en fait, une grande partie de ce taux de globules blancs est soutenu par les fortes doses initiales de corticoïdes, dès que vous allez faire cette décroissance de corticoïdes rapide, comme je vous l'ai montré, en fait, vous allez révéler qu'en fait, vous avez donné la bonne dose d'endoxan, et que maintenant, votre bolus d'endoxan ne va rien changer, mais vous commencez à avoir des leucopénies après, puisque vous avez moins de corticoïdes pour soutenir votre taux de globules blancs. Ce qui a un petit peu jeté le trouble sur les conclusions, encore une fois, simplistes de cette étude, en gros, IV Péros, c'est pareil, c'est ça. C'est qu'on s'est quand même rendu compte qu'à long terme, il y avait plus de rechutes avec la forme IV qu'avec la forme Péros. Et finalement, globalement, le message qu'on peut, pour résumer tout ce que je vais vous dire pendant une demi-heure, plus vous donnez d'immunosuppression, plus vous avez de rémission, et moins vous avez de rechute. C'est une palissade tellement évidente. Et bien sûr que Péros, vous avez une immunosuppression beaucoup plus importante. Alors, à la fin de l'étude, vous voyez, on était là. Là, on est en l'échelle et en mois. Donc, à la fin de l'étude, on était là. Les deux courbes étaient bien sûr, en termes d'induction, exactement pareilles. Mais c'est tout à fait logique. Vous avez beaucoup moins donné d'immunosuppression IV. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de rechute avec la forme IV. Ce qui est largement démontré avec tous les traitements immunosuppresseurs, c'est qu'on rechute plus avec les PER3 qu'avec les MPO, et que pour chacune de ces spécificités antigéniques, on va rechuter plus avec la forme IV qu'avec la forme de Péros. Et donc maintenant, vous savez qu'on a deux grandes études avec le Ritux qui montrent qu'on a une alternative en traitement d'attaque. Alors il faut revenir, et c'est là que j'ai changé un tout petit peu mes diapos, j'ai changé celle-là et dans deux diapos, parce que j'ai rajouté cette ligne qui est la ligne des corticoïdes, qui est trop souvent méconnue, et je vais un petit peu insister là-dessus. Alors, dans les groupes d'abord européens, eh bien, la première étude, malheureusement c'est l'étude européenne, mais ce n'est pas la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a deux biais, cette étude. D'abord, il n'y a pas beaucoup de malades, il n'y a que 44 vascularites. Alors, même si on fait une randomisation 3 pour 1, on va avoir que 33 vascularites traitées par Ritux et 11 vascularites dans le groupe de référence. C'est quand même pas beaucoup. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que ce n'est pas un bras Ritux très pur. C'est-à-dire que, vous voyez, dans ce bras Ritux, selon les protocoles hématologiques avec les 4 bolus hebdomadaires, eh bien, dans ce bras Ritux, on rajoute quand même 2 à 3 bolus IV d'endoxan. Donc, c'est vraiment un bras Ritux plus endoxan, parce que les Européens ont eu un petit peu peur de faire que Ritux, c'est les premiers à lancer les études, versus le traitement de référence qui ne marchait pas si mal, endoxan puis relais ASA. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les deux groupes, ces patients, en plus, deuxième biais, ont eu beaucoup de choses avant l'inclusion dans l'étude, puisqu'il était laissé, à l'initiative des équipes, de faire 1 à 3 bolus de méthylprénisone, ça c'est peut-être pas trop important encore, mais de faire aussi des échanges plasmatiques. Donc, il y a des malades dans ce groupe qui ont aussi eu des échanges plasmatiques. Alors, ensuite, en plus, dernier petit souci, c'est qu'ils n'ont quand même pas que du Ritux, ils ont quand même des corticoïdes avec un dose d'attaque d'1 mg kg jour et une décroissance plus rapide, certes, que dans le protocole VAS, mais à 6 mois, ils ont encore 5 mg, là où dans le VAS, au bout de 6 mois, on a encore 10 mg. Donc un peu de corticoïdes quand même jusqu'à 6 mois. Et dans cette étude européenne, eh bien, c'est pareil, en termes de pourcentage de rémission, c'est pareil. Et si on regarde au niveau des chiffres ce que ça donne, eh bien, la rémission à 1 an, c'est le critère principal, vous voyez, est obtenue quand même dans à peu près 80% des cas dans les deux bras. La rapidité d'amélioration de la fonction rénale, l'augmentation du DFG entre 0 et 12 mois est équivalente là aussi dans les deux bras. Les effets indésirables, par contre, c'est pareil. Là non plus, il ne faut pas se dire Ritux c'est super parce que je fais moins d'immunosuppression. C'est pas parce que j'ai fait que 4 bolus en un mois que j'ai moins immunosupprimé mes patients. Et malheureusement, là aussi, ils font largement autant d'infections et d'infections, d'événements indésirables et d'infections graves dans les deux bras et le même nombre de décès. Alors, l'étude la plus intéressante, c'est celle-là. Et c'est celle-là la vraie étude Ritux, si j'ose dire, c'est l'étude américaine. D'abord parce qu'ils ont donc beaucoup plus de patients, quasiment 5 fois plus de patients, 200 vascularites. Et puis, c'est vraiment un vrai bras Ritux. C'est-à-dire que dans le bras Ritux, il n'y a rien d'autre. En dehors d'une corticothérapie, mais une corticothérapie beaucoup plus courte. Vous voyez que dans ce bras Ritux,
Bon, bien sûr, ils peuvent quand même avoir 1 à 3 bolus de méthylprénisolone, mais d'abord, il n'y a pas d'échange plasmatique, et ensuite, la décroissance des corticoïdes est beaucoup plus rapide, et il y a un arrêt des corticoïdes à 5 mois. C'est-à-dire que réellement, là, au bout de 5 mois, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, ils ont eu leur rétux, la décroissance des corticoïdes, et s'ils sont rentrés en rémission, comme la majorité de ces patients, il n'y a plus rien au-delà de 5 mois. Versus le traitement de référence, et là, le traitement de référence, en plus, c'est le traitement costaud, puisque c'est vraiment le traitement Péros. On avait vu qu'en termes d'induction, c'est pareil, mais en termes de risque de rechute, c'est plus faible. Donc, quelque part, c'est vraiment l'étude la plus exigeante, parce que c'est que du rétux, et c'est contre un bras Péros, un bras solide, hein, qui, on l'a vu, minimise le risque de rechute à long terme. Et donc, à court terme, en tout cas, on est largement dans la non-infériorité, vous voyez, dans l'hypothèse de non-infériorité, et on a frôlé la supériorité. Vous voyez que là, l'intervalle de confiance de l'effet, suivant qu'on a effectivement pu arrêter la prednisone ou qu'on a une petite dose de prednisone résiduelle, eh bien, dans ces deux sous-groupes, eh bien, vous voyez, l'intervalle de confiance frôle 1, et on n'est tout juste pas supérieur. Et en tout cas, on est largement dans l'hypothèse de non-infériorité que s'était fixée, qu'on s'était fixé, ça ne tombera pas plus bas, au début de l'étude. La rémission à 6 mois, oui, je casse le matériel, professeur Moulin. La rémission à 6 mois, donc vous voyez que elle est donc équivalente dans les deux bras. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a frôlé la supériorité dans l'ensemble du groupe. Ce qui est un peu discutable, c'est de faire une analyse de sous-groupe à partir d'une étude sur laquelle il n'y avait pas de différence statistique dans l'ensemble de la population, mais en tout cas, dans le sous des patients rechuteurs, le rituximab, là, semble efficace et supérieur, donc du coup, à l'endoxan. Encore une fois, cette analyse de sous-groupe est peut-être un petit peu discutable, mais en tout cas, on retient que dans cette étude, si les malades étaient rechuteurs, le rituximab semble supérieur à l'endoxan. Alors ça, c'est pas inintéressant, puisque vous savez qu'il y a une toxicité des doses cumulatives d'endoxan, et que si vous refaites un deuxième ou un troisième traitement d'induction avec de l'endoxan, vous avez un risque majeur de cancer de la vessie. Donc c'est pas inintéressant que chez justement ces malades chez qui on n'aurait pas tellement envie de refaire de l'endoxan, on ait une alternative au moins aussi efficace, et peut-être même plus efficace que l'endoxan. Dans le sous-groupe en plus, même des plus graves, hein, maladies rénales graves, dialysées ou hémorragie alvéolaire, là aussi, pas de différence entre les groupes. Et malheureusement, par contre, là non plus, pas de supériorité en termes d'effets indésirables. Il y a autant d'infections, en particulier dans les deux groupes, et autant de décès dans les deux groupes. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, à plus long terme, vous voyez, on est à plus long terme, ça c'est les études de suivi à distance donc de l'étude, avec maintenant des reculs plus importants, on ne voit pas de différence s'installer entre ces deux bras. Et je rappelle que l'endoxan IV, lui, devenait inférieur au long cours à l'endoxan Péros. Là, on est bien contre un bras comparateur endoxan Péros, et malgré cela, hein, ce ritus qu'on n'a fait que pendant le premier mois reste supérieur, enfin, reste au moins aussi efficace que l'endoxan à distance de l'intervention. On a exactement comme dans les études antérieures, plus de rechutes, bien sûr, avec les PR3, un petit peu moins avec les MPO, et dans les deux bras, quel que soit le type d'auto-anticorps, une équivalence entre les deux traitements, Ritux et endoxan Péros. Alors, un petit mot très rapide sur les échanges plasmatiques, pour terminer sur ces traitements d'induction. On a plein d'études contrôlées, mais la plupart de ces études comportent très peu de patients. La première comporte un nombre un peu significatif de patients, c'est l'étude de Charles Fusey, qui était tout juste positive, sur certains critères en tout cas. Et vous savez, c'est surtout l'étude MEPEX qui a suggéré un effet bénéfique des échanges plasmatiques. Alors, je vous rappelle le schéma. Donc, c'était en association avec des inductions classiques, avec éventuellement quelques bolus de méthylprénisolone. Les malades étaient randomisés pour avoir ou ne pas avoir en plus 7 échanges plasmatiques sur 2 semaines. Donc, un protocole relativement intensif d'échanges plasmatiques. Et dans cette étude, eh bien, il semble que les échanges plasmatiques aient favorisé un peu plus de survie sans dent centrale terminale par rapport aux bras qui n'avaient que la méthylprénisolone sans les échanges plasmatiques, et c'est statistiquement significatif. Ça a été bien sûr méta-analysé, et la méta-analyse ne change pas heureusement la tendance en faveur d'un certain bénéfice en termes de dialyse
ou décès, vous voyez, qui est par contre tout juste statistiquement significatif, et en fait exclusivement bien sûr porté par le risque prévenu de dialyse, qui est quand même diminué de 36%, c'est quand même pas un effet nul, c'est un effet tout à fait significatif, parce que l'effet par contre sur le décès est lui totalement neutre, donc les échanges plasmatiques ne modifient pas le pronostic vital, mais semblent améliorer quand même le pronostic rénal. Alors ceci peut être encore raffiné, puisqu'il y a une grande étude internationale, vous voyez, qui est en cours, où en fait, après toujours un traitement d'induction classique, mais aussi une alternative avec du Ritux, les patients seront randomisés entre ajout d'échanges plasmatiques versus sans échange plasmatique, avec des protocoles différents de décroissance de corticoïdes. On va raffiner un petit peu la place des échanges chez ces patients. Alors, beaucoup plus rapidement, le traitement d'entretien pour limiter les rechutes. Le protocole donc historique, Cicasarem, a donc proposé, par rapport au bras historique où on continue le cyclophosphamide, après le traitement d'induction et la mise en rémission, on continue le cyclophosphamide à plus faible dose, eh bien, de switcher de façon randomisée les patients sous Immurel. Et puis après un an, tout le monde, bien sûr, était sous Immurel. Alors, les résultats, très rapidement, l'efficacité est donc comparable. Switcher les patients sous Immurel après la rémission, donc après 3 à 6 mois d'endoxan et d'endoxan péros, c'est le traitement d'attaque plus costaud, eh bien, ça semble équivalent. Et par contre, là, il y a moins d'effets secondaires avec l'entretien par Immurel en comparaison de l'entretien classique avec des traitements par endoxan prolongés. Ça, c'est donc les courbes de survie sans rechute pendant la durée de l'étude. Vous voyez, des courbes donc de maintien en rémission équivalentes entre les deux bras. Prolongation de l'endoxan péros à plus faible dose, mais tout de même à forte dose, c'est 1,5 mg/kg, c'est pas rien, c'est une dose cumulative d'endoxan quand même qui commence à frôler le risque carcinologique vésical, versus azatioprine. Et puis, là aussi, la rapidité de récupération de fonction rénale dans les deux bras était franchement comparable entre les deux groupes. Ce qui là aussi quand même fâche, c'est ces études à long terme qui à nouveau montrent des choses évidentes néanmoins. C'est que plus vous à nouveau vous mettez l'immunosuppresseur, moins vous avez de problèmes. Tout de même, un petit bénéfice au long cours semble se dégager en faveur des patients qui ont pris plus d'endoxan à la phase initiale par rapport à ceux qui ont été switchés sous azatioprine. Alors c'est des suivis post-études, post-hoc, post-randomisation, mais avec des différences qui semblent tout de même cliniquement significatives. Le problème n'est pas totalement résolu. L'entretien, en tout cas, le traitement d'entretien n'est pas totalement résolu avec l'azatioprine. Donc on a essayé d'améliorer ça, d'où le titre de cette étude, Improve, en essayant de se dire, voilà, comme dans le lupus, le MMF marche mieux que l'Immurel, ça peut être difficile, on va faire du MMF, et puis ça va marcher mieux que l'Immurel, et on n'aura plus de soucis d'entretien dans les vasculites à ANCA. Alors on s'est dit, voilà, on va mettre 156 malades, ils sont en rémission après une induction classique par cyclophosphamide, et puis on les randomise soit pour être sous Immurel avec les protocoles classiques de décroissance et la surveillance que vous connaissez de la NUM et des transats bien rapprochés quand même, et puis versus se retrouver sous MMF à des doses standards et une décroissance là aussi lente et prolongée, un traitement très prolongé avec une surveillance hématologique bien sûr rapprochée. Et puis avec les adaptations de posologie en fonction des taux de leucopénie, c'est évident. Alors ce qui fâche, et surtout les laboratoires qui avaient sponsorisé l'étude, c'est que c'est de façon extrêmement surprenante le vieux médicament qui sort supérieur par rapport au MMF. Donc clairement, dans les vasculites à ANCA, pour des raisons qu'on ne s'explique pas très bien, le MMF est inférieur à l'Immurel dans l'entretien des vascularites à ANCA. Donc exit le MMF en entretien pour ces vasculaires. Je ne parle même pas du MMF en induction. L'étude en induction a été un échec retentissant. Donc maintenant, le Ritux en entretien. Et j'ai pratiquement terminé, puisque l'histoire pour l'instant est encore relativement courte.
elle va se prolonger, vous allez le voir, mais pour l'instant, on est au tout début de cette histoire. Eh bien, le ritus en entretien, ça a été déjà beaucoup d'études ouvertes, où les gens se sont dit que ça doit faire quelque chose, le ritus en entretien, c'est forcément un bon traitement immunosuppresseur, et puis ça permet d'être publié, des séries ouvertes, non contrôlées, et globalement, quand même, l'enseignement de toutes ces études ouvertes, c'était que ça marchait, bien sûr, c'est comme un traitement immunosuppresseur assez costaud, et qu'il fallait bien sûr suivre la reconstitution des CD19, comme d'habitude, qui se reconstituait comme dans beaucoup de pathologies auto-immunes, à peu près en 8 à 9 mois, et puis ça rechutait, toujours par contre après reconstitution des lympho B, et généralement après une réascension des encas. Alors ça c'est, pour faire court, le résumé de toutes les études en ouvert. Et donc c'est le génie du groupe français d'avoir réussi à faire cette très belle étude récemment donc publiée dans le New England, qui a inclus donc 115 vascularites en cas, à la fois des cariomatoses avec polyangite et des polyangites microscopiques. Et après un traitement donc d'induction classique européen, en IV, les patients donc ont été randomisés pour avoir, après leur dernier bolus, qui avait permis donc d'obtenir la rémission, d'être randomisés pour des doses de Ritux relativement modérées, mais assez rapprochées. Après, finalement, toutes ces études ouvertes, on savait qu'il ne fallait pas trop espacer là de 6 mois, parce qu'à partir de 8 mois, ça se reconstitue et ça rechute. Donc finalement, des bolus, J0, J14, et puis tous les 6 mois, M6, L12, L18, versus Immurel, prolongé pendant la même période. Et le critère principal était la rechute à J28, sur de BIVAS, le score de Birmingham, que vous connaissez certainement, avec au moins une atteinte d'organe vital. Alors, première conclusion de l'étude, et c'est même plus une déception maintenant, on s'y attend, le Ritux, n'attendez pas du Ritux une moindre immunosuppression et moins d'effets indésirables. Il y a quand même le même nombre d'effets indésirables, en particulier d'effets graves, dans les deux bras, mais le grand succès de cette étude, c'est de montrer de façon très claire que le Ritux, avec ce protocole d'immunosuppression, qui n'est pas un protocole, encore une fois, une immunosuppression légère, hein, c'est 500 mg, avec le rythme qu'on a vu, et bien là, sur la durée de l'étude en tout cas, hein, à 28, ici à 28 mois, eh bien, il n'y a quasiment pas de rechute avec le bras Ritux, et cette différence est bien sûr tout à fait statistiquement significative par rapport à l'Immurel. Alors, maintenant, donc, le groupe est déjà en train de terminer la deuxième étude, Main-Ristan 2, où les CD19 vont être suivis de façon prospective, et les patients vont être retraités en fonction, en fait, de leur remontée ou pas de leur lymphocyte B. Et puis, il y aura après Main-Ristan 3 pour savoir combien de temps après il faut prolonger cette immunosuppression dans le temps pour espérer voir peut-être une rémission définitive, en tout cas un nombre de rechutes modéré à l'arrêt de ce traitement immunosuppressant. Alors, d'autres études sont en cours. Vous avez par exemple ici Ritazarem qui avance bien. Donc des vascularites, un traitement d'induction cette fois-ci par Ritux versus un entretien par Ritux ou par ASA. Donc vous voyez l'inventivité de ces groupes qui s'intéressent aux vascularités en cas. Alors, en conclusion, finalement, le traitement d'induction classique reste aujourd'hui le cyclophosphamide IV en Europe, avec tous les bémols que j'ai pu mettre, puisque bien sûr l'endoxan Péros est un niveau d'immunosuppression plus important qui garantit moins de rechutes à distance. Par contre, vous savez que le rituximab a maintenant l'AMM en traitement d'attaque et est certainement utilisé par l'ensemble des équipes, au moins en cas de rechute. Pour le traitement initial, moi je reste très attaché en tout cas à l'endoxan IV, on pourra en discuter si vous voulez, en particulier chez les sujets âgés et en particulier dans les formes avec MPO en cas. Alors les PR3 en cas, c'est des formes aiguës qui rechutent beaucoup et finalement c'est des formes très aiguës, Ritux, ça rechutera, re-Ritux et puis finalement voilà.
Mais pour les formes des sujets âgés à MPE en cas, on voit souvent des patients arriver après des évolutions souvent un peu sournoises. Quand on les biopsie, on trouve des lésions d'âge très différents, déjà la moitié des reins fibreux, des potentiels de récupération qui sont souvent pas extraordinaires. C'est des patients qui récupèrent pas toujours des fonctions rénales fantastiques, qui vont parfois rester en dialyse. Et pour ces sujets âgés, c'est bien pratique d'attaquer avec de l'endoxan IV. Et puis si au bout de 2-3 mois, le patient est toujours en dialyse, finalement d'arrêter le traitement et de n'avoir, entre guillemets, exposé ce patient qu'à un traitement déjà assez agressif pour une personne âgée, mais de 3 mois, alors que le Ritux, voilà, il est supprimé pour au moins 6-8 mois, et si le malade est en dialyse au bout de 2 mois, vous lui dites, on ne peut plus épurer le Ritux, quoi, hein, le malade, il va être surtraité pour rien du tout. Donc dans ces formes, encore une fois, du sujet âgé, MPE en cas, limité au rein, où les reins sont déjà un peu scléreux, où le bénéfice du traitement du suppresseur est douteux, franchement, je pense que, et c'est l'essentiel, enfin on en voit beaucoup dans les services de néphrologie, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour cet endoxan IV. Sinon le Ritux, pour le traitement d'attaque, ILMN, on ne peut rien vous reprocher si vous faites du Ritux. L'entretien classique, donc c'était un relais hasard après l'endoxan IV, avec une diminution rapide des corticoïdes, mais vous voyez que maintenant l'entretien moderne va pouvoir être après du Ritux, peut-être du Ritux. Des traitements adjuvants, je n'ai pas du tout parlé, le Bactrim Peros, au moins pour la prévention du pneumocystis et peut-être pour la prévention de certaines rechutes ORL dans les granulomatoses avec polyangie. Les décontinuations nasales de staphylocoque doré peut-être, en tout cas éradiquer les foyers infectieux, ne serait-ce que pour ne pas avoir de complications de traitement du suppresseur, mais peut-être parce que ça limite le risque de provoquer des rechutes. C'est vrai que les poussées de rechute sont souvent provoquées par des poussées infectieuses non spécifiques. Et puis donc le rituximab, probablement, en traitement d'attaque, certainement, intéressant. Traitement d'entretien, probablement aussi. Peut-être, en tout cas, incluons les patients encore dans les études, avec un suivi des CD19 pour essayer de minimiser encore les doses de rituximab, et en tout cas pour une durée qui reste encore totalement indéfinie, puisque ces patients restent pendant très très longtemps à risque de rechute. On a des protocoles ouverts où les malades ont rechuté sur 5, 6, 7, 8 ans, malgré des réinjections répétées. Donc aucune certitude sur la fréquence et la durée du traitement avec le Ritux. Je vous remercie.